Bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors je l'annonce déjà, vous aurez 2 fois de suite un bienvenue dans le podcast. Cette petite intro pour le podcast là, c'est juste histoire de dire que je m'excuse à certains moments où le son n'est pas forcément top, où il grésille un peu, ou alors on m'entend un peu de loin. J'ai fait quelques aménagements dans le bureau et il y a quelques meubles en moins, donc je pense que ça résonne un petit peu. Et également, j'avais amené mon micro avec moi quand je suis parti en Angleterre. Et au final, le son n'est pas forcément le même parce que je ne l'ai pas aussi bien réglé en rentrant et je m'en suis rendu compte un peu trop tard sur des bilans ou même lors du podcast là. Donc je m'excuse d'avance pour le son. J'espère que ce sera quand même bien. N'hésite pas à me le dire si jamais je ferai la correction de toute façon au cas où. Bonne écoute encore et merci à tous. Bienvenue sur le podcast Au-delà des entraînements. Bienvenue à tous. J'espère que tout le monde va bien. Merci encore une fois d'écouter le podcast. Merci d'être de plus en plus nombreux à laisser des messages. Des commentaires, des appréciations, etc. Ça fait extrêmement plaisir de voir ça. Même si il n'y a pas forcément un podcast par semaine. En tout cas, à chaque fois que le podcast sort, ça fait les gens, en tout cas, en parlent du moins et ça aide des personnes, donc tant mieux pour ça. C'est le but principal, comme d'hab, du podcast. Donc j'espère que ça plaira. Directement au début de podcast, bien sûr, c'était sur Spotify. N'hésite pas à mettre les 5 étoiles. Ça permet d'aider au référencement. Ça permet aussi moi-même de voir à quel point le podcast est apprécié, bien sûr. Tu peux aussi laisser un commentaire et si tu es sur YouTube, bien sûr, le petit pouce bleu avant que ça commence. Dis-moi peut-être ce que tu en as pensé quand c'est fini, je pense que c'est mieux. L'abonnement si jamais t'es pas abonné. Et voilà, merci encore à tous d'être là. Ce podcast-là est un peu, on va dire, un podcast spécial Angleterre. Je pense pas qu'on parlera que de l'Angleterre. Il y a eu des questions sur l'Angleterre, il y a eu des questions aussi sur pas l'Angleterre du coup. Donc on va y répondre. Je pense que le podcast va être, on va dire, divisé en 2 parties. La première partie, j'aimerais qu'on voit ensemble un petit peu tout ce qui est l'Angleterre. Ce qui peut être intéressant à savoir pour aller à Rotterdam, parce qu'en gros, c'était un peu le but de ce podcast-là. C'est un peu un spécial Angleterre dans le sens où qu'est-ce qui peut être intéressant de savoir pour aller s'entraîner, par exemple, à Ultraflex Rotterdam, sur l'Angleterre en général ou ce genre de choses-là. Et la deuxième partie, bien sûr, ce sera la réponse aux questions. Donc, comment, voilà, réponse aux questions. Les questions qui ont été posées, bien sûr, viennent de Instagram. Instagram, si jamais tu ne me suis pas, @flowptr. C'est là que je pose la boîte à questions et que toutes les questions viennent et que c'est là que je les tire généralement. Si on a des fois sous les vidéos YouTube, ça arrive, mais sinon, généralement, ça vient du coup de la boîte à questions. Alors, première chose. Concernant Rotterdam, donc j'y étais pendant un peu moins de 2 semaines, du 28 septembre au 11 octobre. Donc, ce qui fait à peu près 13 jours au final, d'un samedi à un vendredi. Le mieux à savoir pour aller à Rotterdam dans un premier temps, moi ce que je conseille, c'est de prendre l'avion jusqu'à Manchester. Manchester, c'est beaucoup plus proche. Si tu te prends depuis Londres, c'est faisable, mais ça commence à faire assez long au niveau du déplacement et même du train, sachant que Londres, c'est très bas et ça peut revenir cher. Donc, du coup, c'est y aller depuis Manchester. Depuis Manchester, ensuite, il y a un train assez facile, le Manchester Airport. Il amène jusqu'à Manchester Piccadilly, qui est un peu la grosse station de train de Manchester. Et ensuite, depuis Manchester Piccadilly, même déjà depuis la Manchester Airport, c'est possible de prendre le billet directement pour Rotterdam, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc ensuite, généralement, le train part de Manchester Piccadilly, s'arrête jusqu'à Sheffield. Sheffield, on va dire, c'est la grande ville proche de Rotterdam. Et ensuite, de Rotterdam, il y a un changement donc, de Sheffield jusqu'à Rotterdam. Et une fois à Rotterdam, généralement, Rotterdam n'est pas si grand que ça. Tu es assez facilement dans la ville après et au niveau de ton logement. Ce qu'il faut savoir en Angleterre, c'est que ça peut vite chiffrer. Alors, en général, les transports chiffrent vite. Mais encore plus si jamais tu prends si par exemple, ton avion est très tôt le matin et que tu te retrouves à prendre un train en ce qu'ils appellent un peu le pic affluence. Donc vraiment, il y a le plus de monde. Parce que généralement, les places de train aussi sont réservées sur la plupart des personnes. Donc tu peux vite te retrouver à devoir aller en première classe parce que c'est là que c'est plus cher et qu'il y a le moins de personnes. Mais du coup, payer plus. Donc toujours essayer de voir si jamais tu veux pas forcément payer trop, de prendre un moment où tu peux y aller en semaine 8, mais plutôt tu vois des horaires après 10 heures par exemple et avant 16 heures. Ce qui reste le plus intéressant quand même pour ces transports-là. Après, si jamais, voilà, c'est un peu long de prendre le taxi depuis Manchester, mais en tout cas, le train, t'en as pour, je crois que c'est 1h30 à tout casser à peu près. Donc, tu vois, c'est très, très, très rapidement. Au pire, t'as Liverpool, mais Liverpool, ça va te rajouter, je pense, facilement 1 heure. Le plus simple, c'est Manchester. Manchester, c'est assez facile depuis tous les aéroports. Manchester jusqu'à Rotterdam. Une fois que t'es à Rotterdam, au niveau des logements à Rotterdam, le mieux, c'est de prendre quand même, selon moi, un Airbnb, c'est le plus simple. Parce que l'hôtel, c'est bien, mais tu peux pas forcément gérer ta bouffe. Et ça devient vite aussi cher si jamais tu dois à chaque fois acheter. Et c'est pas forcément la meilleure des bouffes quand tu achètes du tout fait. Donc, tu as des logements. Le logement, le mieux, c'est quand même de l'avoir à peu près à 15 minutes de la salle. Je pense que c'est mieux. Si vraiment tu es prêt à
faire des déplacements. Ce qui peut être bien aussi, c'est de prendre un logement à Sheffield. Sheffield, le seul truc, c'est que soit tu prends tous les jours le taxi jusqu'à Rotterdam, t'en as pour une vingtaine de minutes à peu près, trentaine aller, trentaine retour. Tu veux prendre le train, ça dépend combien de temps t'es depuis la gare. T'as vite 15 minutes à pied jusqu'à la gare, puis ensuite de la gare jusqu'à la salle, au gym, t'as vite encore une vingtaine de minutes, donc ça peut vite commencer à faire des pas. Et si tu vas bien sûr en mode juste comme ça, pour pas bosser et tout, ça le fait. Mais sinon, c'est un peu plus complexe. Pourquoi je dis Sheffield? Parce que souvent, c'est là qu'il y a les logements les plus intéressants. Les plus intéressants dans le sens où peut-être les plus modernes, les mieux équipés, pas forcément non plus super chers. Enfin, ça reste l'Angleterre, mais voilà, c'est honnête. Et comparé à Rotterdam où t'as des logements, mais qui sont parfois plus petits, pas forcément top. Et il n'y en a pas forcément autant qu'à Sheffield. Sheffield, tu peux vraiment quasiment être certain d'en avoir un. Rotterdam, il faut vraiment choisir sa période pour en trouver un bon. Si tu pars pour, imaginons, 2 semaines, t'en es vite à 1200, 1300 euros à peu près les 2 semaines de logement, bien sûr. L'Angleterre, comme je dis, ça chiffre vite. Et t'as pas forcément, selon moi, quelque chose d'exceptionnel. Ça dépend de ce que tu peux choisir. Après, si t'as une voiture, tranquille, une voiture, tu peux être plus loin de la salle et rouler sans problème. Moi, j'ai pas forcément envie de rouler en Angleterre. J'étais pas forcément allé en voiture. Donc voilà, il faudra mettre un prix. Mais je te conseille pas forcément d'être trop loin de la salle. Parce que en plus, ce qu'il y a souvent en Angleterre, surtout à ces périodes-là, ou même en général, c'est qu'il fait froid, c'est qu'il fait assez froid, il peut pleuvoir. Et si tu commences alors c'est bien, tu vas quand même t'entraîner à Ultraflex, donc en soi le froid et la pluie tu t'en fous un peu, mais au bout d'un moment, un jour, 2 jours ça va. Quand ça commence à être plusieurs moments et que tu dois marcher en plus beaucoup, ça peut vite devenir contraignant d'avoir très froid et d'avoir cette pluie. Donc ça peut être intéressant de faire gaffe, d'avoir un logement pas trop loin, dans la zone qui est à peu près le centre de Sheffield au final, hein, proche de l'église, tout ça, etc. C'est là-bas que t'as les logements qui sont les mieux et les mieux placés. Une fois que t'es là-bas, là on parle vraiment de Rotterdam même. Rotterdam même, pour tout ce qui est commerce, t'es tranquille. T'es vraiment tranquille, t'as un grand Tesco, t'as un Tesco Extra qui est l'équivalent d'un... je pense qu'il y a ça partout en France, mais par exemple un Leclerc ou un grand Intermarché, tu vois, ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment une énorme enseigne. Tu trouves vraiment tout. Tu trouves tous les produits anglais, tu trouves tous les produits du reste du monde. Tu trouves vraiment un peu tout, que ce soit les boissons, que ce soit l'alimentation, bref, etc. C'est vraiment le gros Tesco. Les prix en soi sont pas forcément beaucoup plus chers qu'en France. Il y a la conversion qui se fait en termes de livres sterling et euros, mais j'ai pas eu l'impression que les courses étaient plus chères que ça. Les produits sont de qualité en Angleterre quand même, que ce soit la viande, que ce soit le poisson, que ce soit les pommes de terre ou bref les féculents en général, c'est quand même des produits qui sont de qualité, parce que la viande vient de là-bas, etc. Il n'y a pas beaucoup d'importation, donc ça c'est bien. Et si jamais vraiment, tu as également un Lidl qui est pas trop loin, si jamais tu es un grand fan du chocolat noir par exemple, 85%, tu as facilement un Lidl, ou même pour retrouver tes produits habituels au Lidl, hein, je sais pas moi... ce que tu as l'habitude d'acheter, même si les marques diffèrent un peu. En tout cas, tu as au cas où un Lidl, c'est l'habitude d'acheter là-bas. Le plus simple reste quand même le Tesco, tu trouveras tout facilement. Si tu t'en fous un peu du chocolat ou ce genre de choses, va au Tesco, c'est le plus simple. T'as tout ce qu'il faut, il est très grand, généralement tu t'y perds rapidement dans tout ce qu'il y a un peu. C'est pas négatif dans le genre t'y perds, mais disons qu'il y a plusieurs... il y a vraiment du choix, il y a vraiment énormément de choses, et la première fois que tu y vas, c'est certain que tu vas... rester vraiment à regarder un peu, à contempler pardon, tout ce qu'il y a, que ce soit les produits anglais ou les produits du reste du monde. Il y a vraiment énormément de choses. Les monsters qui se vendent par 4, etc. Avec voilà, des goûts qu'on trouve en France, tu vois, mais moins facilement, je trouve quand même. Ça dépend maintenant qu'il y en a de plus en plus, mais voilà, t'as ça si jamais. Chose qui est le plus simple, c'est ça, c'est le Tesco. C'est ce logement-là. Une fois que tu arrives à la salle du coup Ultraflex, déjà, c'est certain que tu vas kiffer, tu vas adorer l'ambiance, tu vas adorer les personnes que tu vas y trouver. Tout le monde est très ouvert à discuter, que ce soit à l'accueil, que ce soit les gens qui s'entraînent. Tu verras les gens qui s'entraînent extrêmement fort. Et ça, c'est un peu pour moi, un peu comme un espèce un peu de pèlerinage, tu vois. C'est vraiment, en tant que bodybuilder passionné, c'est vraiment un très bon moment parce que tu te retrouves avec des gens passionnés qui s'entraînent très fort, des bonnes machines. Tu apprends toujours de nouvelles choses, que ce soit au niveau des techniques, au niveau de tout ça. Donc, je trouve que c'est... fantastique de pouvoir s'entraîner dans ce genre de salle-là, et certain que tu pourras apprécier. Donc ce qu'il y a, c'est que l'abonnement au mois alors je sais pas si c'est avec ou sans engagement, en tout cas l'abonnement au mois à Ultraflex est de 50 livres, chose qui je trouve n'est pas excessive pour une salle équipée comme ça, avec le peu de monde qu'il y a, et tu verras que tu seras sans doute choqué par le peu de monde, mais ça on en reparlera après. 50 livres le mois,
Une fois que tu as 50 livres, donc du coup 50 livres le mois, si tu vas maintenant 2 semaines par exemple, c'est plus avantageux de prendre un pass à la semaine. Ok, le pass à la semaine, si je dis pas de bêtises, c'est 22 ou 23 livres, ce qui du coup te fera c'est 44 ou 46 livres 2 semaines par exemple, comme j'ai pu faire moi, plutôt que payer du coup un mois complet. Tu as, ils te rentrent dans le dossier, etc. Tu passes ton empreinte digitale à l'accueil. Donc, ce qui est aussi super cool, c'est que si jamais, comme moi, tu y retournes, parce que moi j'étais en février et je suis retourné, ils ont encore toutes les infos et tout, donc ça va beaucoup plus vite. Tu vas, tu payes, c'est réglé. T'as, concernant l'accueil, énormément de choix de compléments si jamais t'as pas forcément amené de compléments. Si jamais tu veux te délester un peu dans ta valise ou aller avec moins de choses, t'as là-bas énormément de choix de crème de riz Train by JP, de crème de riz Permform, de whey ou d'ISO Permform, d'hydro ou d'ISO ou de whey Train by JP, de la créatine, des compléments comme ça, des boosters, etc., du pump page. Enfin, t'as énormément de choix à l'accueil. Si jamais tu veux pouvoir comment dire voilà, acheter, ce que j'ai un peu fait moi, j'ai pas amené énormément là-bas en termes de crème de riz ou d'ISO, et j'ai acheté du coup une crème de riz et une ISO là-bas pour pouvoir avoir alors pas forcément du made in UK ou du Train by JP, mais au moins ça s'était vendu à la salle, donc c'était beaucoup plus simple. Pareil pour la créatine, j'en avais pas amené assez, finalement j'ai pu en acheter là-bas. C'était la marque Conte du coup, qui est une bonne marque aussi. Donc ils ont des bonnes marques, ils sont bien équipés. Tu trouveras également à l'accueil tout ce qui est équipement pour performer. Donc que ce soit élastique par exemple, que ce soit des ceintures de force, que ce soit des ceintures de laisse, que ce soit des ceintures également pour être stable par exemple sur ton leg extension, ton leg curl assis ou ce genre de choses là, là où tu peux mettre une ceinture, tu trouveras ça sans problème à l'accueil si tu demandes. Ils ont énormément également de barres à disposition, si jamais des barres à deadlift qui ne laissent pas forcément à dispo dans la salle, mais que tu peux demander à l'accueil à avoir. Et généralement ils auront un peu tout ce dont tu as besoin pour progresser honnêtement dans cette salle-là. Au niveau de l'équipement, tu peux acheter aussi facilement des square bars à l'accueil, tu peux acheter également alors eux, ils n'ont pas des monsters, ils ont la marque Reign, REIGH, qui est une très bonne marque aussi également pour on va dire, qui ressemble un peu à du monster. Donc c'est aussi excellent en termes de branding et tout, ce que tu peux acheter là-bas. En tout cas, là, ils sont vraiment cool, tu as vraiment tout ce qu'il faut. 2 salles de posing, si ce n'est même 3, je crois. 3 salles de posing, ouais. Une partie cardio et bien sûr tout ce qui est ensuite dans la salle au niveau de l'équipement. Donc je vais pas te faire un dessin, mais j'ai sorti une vidéo YouTube. Je sais pas si vous montez écoutez le podcast, elle est déjà sortie ou pas, mais sinon il y en a 2, donc tu peux voir un peu l'ambiance. J'en avais déjà sorti une il y a quelques temps en février quand j'étais sur les jambes. Tu as bien sûr le mythique Axe Squat Cybex. Tu peux voir souvent pas mal d'anglais s'entraîner dessus. Tu as des excellentes presses. Tu as les meilleurs leg extensions, leg curl de la marque Prime. Tu as des T-bars qui sont aussi pas mal, même si c'est pas forcément les meilleurs T-bars. Tu as les chest supported Prime, tu as énormément de Prime. Tu as quasiment toutes les Primes possibles dans cette salle-là, que ce soit Prime, que ce soit Watson, que ce soit du Gymleco, que ce soit du Hammer également. Tu as vraiment les meilleures marques, shoulder press, bref, tout ce que tu veux, chest press, les meilleures marques, les meilleures machines réunies au même endroit. Dans une salle qui est pas si grande que ça, mais par contre avec une ambiance énormissime. Et ce qui est assez fou dans cette salle-là, c'est que niveau monde, tu peux y aller quasiment à n'importe quelle heure. C'est certain que difficilement il y aura au-dessus de 15 personnes. Et quand tu commences à avoir au-dessus de 15 personnes dans cette salle-là, c'est limite quelque chose qui est beaucoup en termes de monde, en termes d'affluence. Parce que vraiment, pour m'y être entraîné en février, un moment, parce que je devais prendre l'avion à 10h, assez tôt le matin, 9h, 10h, il n'y avait pas énormément de monde. Et pour m'entraîner là, dans ces horaires-là que j'ai l'habitude de faire, donc entre 12h30 après, enfin 12h30 vers 13h comme ça, jusqu'à après 15h, il y a encore moins de monde. C'est là généralement que tu verras un peu tous les coachs online et toutes les personnes que tu as l'habitude de voir sur les réseaux, tu vois, qui s'entraînent fort. Je pense à Meg Cuba, AJ Yellows, il y a Jack Eagles également, Josh Krogan, enfin bref, toutes ces personnes-là que tu peux voir sur les réseaux vont plus ou moins dans ces heures-là. Et ça fait du coup une affluence de personnes qui vont juste pour se buter, s'entraîner fort, se filmer au cas où. Et ensuite, en fait, tout simplement passer à autre chose. Et c'est un peu ça qui est là-bas, c'est vraiment les gens, ils peuvent prendre le temps de discuter si tu as des choses à dire ou tu as envie de discuter, faire des photos, etc. Mais avant tout, c'est vraiment pour aller s'entraîner, se donner à fond et ensuite rentrer chez eux, etc., etc. Parce que tout simplement, ils ont un job au final. Donc c'est un peu ça. Voilà pour ça. Après, une fois que tu es bien sûr à Rotterdam, tu as accès à énormément de villes. Hein. Tu as accès à Manchester, que je te conseille d'aller voir si jamais tu l'as pas fait. Tu as accès au pire à Birmingham, qui est pas si loin que ça en train. Tu as accès à Liverpool, même si je suis pas allé. Tu as toujours au pire accès à Londres si vraiment tu veux y aller. C'est pas si grand que ça au final l'Angleterre. Les transports sont assez rapides et simples. Tant que c'est pas en pic horaire, tu as quelque chose comme entre
je pense des fois entre 40 et 75 livres, on va dire à peu près pour deux. Plutôt pour deux. Effectivement, le billet seul est plutôt vers entre 30 et 50 à peu près, je dirais, selon les trajets que tu fais. Donc c'est assez intéressant. Ça reste une super culture et si jamais je te conseille d'y aller. Voilà, on arrive sur 15 minutes à peu près de podcast. Je pense que j'ai fait un bon tour sur ça. On va passer aux questions maintenant. Merci encore pour ceux qui ont écouté le podcast. Je verrai si j'aurais mis au début un timecode pour avancer si jamais. Mais voilà, dis-moi déjà ce que tu en as pensé si jamais pour cette partie-là, si ça t'a aidé. Si jamais tu as des questions, je n'hésiterai pas à y répondre. Je t'invite à y aller si tu n'y es pas allé. Si jamais tu es allé, n'hésite pas à me raconter une anecdote par exemple en commentaire que tu as bien apprécié. Je sais qu'il y a déjà du monde qui écoute le podcast qui est déjà allé. Donc ouais, n'hésite pas à me dire si jamais, c'est avec grand plaisir. Alors première question pour le podcast. Très hâte des sessions Ultraflex sur YouTube. Merci du coup pour ça. La question c'était des plans d'aller vivre en Angleterre à terme. Alors, pour tout expliquer et tout dire, il y a quelques temps, donc en février, quand je suis rentré plus ou moins, j'étais en train de chercher des logements vers là-bas. J'avais trouvé un appartement possible, la possibilité d'y vivre, mais le problème, on va dire ce qu'il y a avec l'Angleterre, c'est que depuis le Brexit, c'est extrêmement compliqué d'y vivre. Ils demandent énormément de papiers, de visas, etc. Et, si t'as pas vraiment un job là-bas, c'est un peu plus compliqué. Donc je parle d'un job qui est sur place, physique, sinon c'est extrêmement compliqué de prouver, etc. Il faut ça, du coup il faut avoir le visa, la nationalité, le visa qui prouve et tout que t'es là-bas. En soi, si tu veux, tu peux louer facilement un logement en Angleterre. Parce que les gens qui louent le logement ne sont pas tenus de vérifier que tu es bien en règle ou pas. Mais par contre, si tu te fais choper, c'est un peu plus compliqué. Donc, du coup, depuis le Brexit, c'est extrêmement compliqué de partir là-bas comparé par exemple à l'Espagne, le Portugal ou ce qu'il peut y avoir en Europe, quoi. Ou en Union Européenne plutôt. Donc du coup, l'Angleterre, ça aurait été un projet, mais c'est... malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Et ça reste un pays quand même qui est bien. Mais la météo peut vite devenir quand même compliquée parfois à supporter, même si la mentalité et les gens que tu peux trouver là-bas sont vraiment top et te font vraiment apprécier et aimer l'endroit et le pays en général, parce qu'ils sont assez vraiment gentils, toujours serviables et aimables, donc c'est quand même un très bon point aussi pour le pays. La question suivante, on reste encore une fois en Angleterre, je pense que c'est mieux comme ça, et comme ça on enchaîne sur après les autres questions qui sont plus forcément sur l'Angleterre. La question c'était, quelle principale différence entre l'Angleterre et la France sur le bodybuilding? Alors, ça dépend où tu vas en Angleterre, bien sûr. Je pense qu'il y a des endroits en Angleterre où, au final, les salles sont comme en France. Tu vois, tu as énormément de pulls gym et des trucs comme ça. Ça reste, au final, du basic fit. Hein. C'est exactement la même chose. Donc, il y aura forcément des endroits en Angleterre où le bodybuilding ne sera pas plus incroyable que ça. Maintenant, ça reste quand même, j'ai l'impression, un peu comme certains sports, la terre de prédilection. Tu vois, c'est comme le basket, même si on a de très bons basketteurs en France, le basket en Amérique, ça reste quand même une institution, comme le football américain, etc. Et ben, le bodybuilding, j'ai un peu l'impression que ça reste quand même une institution. Le sport en général, même tu le vois même au niveau de l'alimentation, comme j'ai pu dire dans les supermarchés. Donc je pense que la différence, c'est surtout une question de culture, une question de mentalité, une question de physique en général, et une question aussi d'équipement. Je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est l'équipement. Ce qui est assez incroyable avec l'Angleterre, c'est que tu peux vivre dans un patelin qui est un village ou quoi, qui est vraiment paumé. Possiblement que si tu as de la chance, il a une salle qui est pas grande, mais qui est extrêmement bien équipée. Tu vois, tu vas trouver par exemple une T-bar Précor, tu vas trouver peut-être un chest supported prime, tu vas trouver une citadelle, tu vas trouver un leg extension prime, un leg curl assis prime, enfin bref, tu vas trouver des trucs comme ça. C'est juste une pièce par exemple de la marque à chaque fois selon les machines, mais par contre tu vas les avoir quand même. Et une salle qui a un leg extension Technogym et une salle qui a un leg extension prime, t'as beau faire ce que tu veux, la différence elle sera là. Parce que si le mec, il allait mettre de l'argent dans du prime, c'est certain que c'est un passionné. Donc généralement, la salle sera équipée pour ça. Il y aura un bon coin pour faire par exemple du power, etc. Ou même du soulevé de terre, etc. Il y aura une bonne lumière, il y aura tout ce qu'il faut pour que ça soit apprécié. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup plus de mal à avoir en France. On commence à l'avoir, mais il n'y a pas énormément de salles qui sont si bien équipées que ça, avec ce genre de matos-là, et qui veulent être bien équipées, et qui justement cherchent à promouvoir ça, ok. Également, souvent, les salles sont aussi très bons sur le marketing et les réseaux. Ça aide aussi en Angleterre, comparé à la France. C'est aussi une grosse différence. Ensuite, même si jamais tu n'as pas ça, une salle comme ça, il y a beaucoup de gens, généralement à 1 heure de route, tu vois, 1 heure et demie de route. Alors ça fait beaucoup, ils vont pas tout le temps, mais des fois, ils sont sûrs, par exemple, s'ils veulent le week-end, d'avoir une salle qui est extrêmement bien équipée. Tu vois, un Ultraflex, ou alors un Future Fitness, bref, un truc comme ça,
où ils auront justement l'équipement que j'ai trouvé là, même si la semaine ils sont entrés dans une salle qui est pas forcément incroyable. Ils auront quand même au moins du hammer, je pense, dans leur salle, tu vois, s'ils sont pas dans un pur gym. Et je pense que les Anglais aussi, comparé à beaucoup de choses, c'est que ils sont très courageux et n'ont pas peur d'aller essayer une autre région ou déménager si jamais ils n'ont pas forcément ce qu'ils veulent dans leur région. Chose qu'en France, on a extrêmement de mal parce que beaucoup de gens ont du mal à déménager parce qu'ils seraient loin de leur famille, ils seraient loin de leurs potes, etc. Mais par contre, ils préfèrent rester dans une salle qui est pas forcément top, un job qui est pas forcément top, parce que ça les rassure. Ça, peut-être que les Anglais sont plus courageux sur ça, et du coup sont prêts justement à se déplacer et à tester de nouvelles salles, un nouveau job, bref, un nouveau truc, juste pour avoir peut-être ce qu'ils ont envie d'avoir, que ce soit par exemple, comme j'ai pu dire, la salle. Donc je pense que ça, c'est une grosse différence. Et maintenant, sur le bodybuilding aussi, l'énorme différence aussi qu'il y a entre la France et l'Angleterre, c'est les compétitions. Il y a énormément plus de compétitions en Angleterre comparé à la France, énormément plus surtout de compétitions de qualité, avec des organisations qui respectent les athlètes, qui veulent faire des beaux shows, qui ne cherchent pas juste à prendre de l'argent, etc., ou à se faire avoir par l'organisation, chose qu'on a du mal à avoir malheureusement en France sur pas mal de fédérations. Donc je pense que c'est ça aussi la grosse différence entre la France et l'Angleterre sur le bodybuilding. Au-delà de une bouffe qui est plus axée pour les sportifs, des matos qui est plus axée pour les sportifs, des compétitions qui sont plus axées pour les passionnés de bodybuilding. On trouve aussi beaucoup de ça et on trouve vraiment beaucoup de passionnés. Beaucoup de très bons coachs sont anglais, beaucoup de bons athlètes sont anglais, même si on en a aussi beaucoup en France. Ça vient aussi de une question de mentalité, je pense, et une question d'être courageux et de vouloir essayer, de se renseigner et tester. Je pense que ça vient de là. Ensuite, on a du coup le nombre d'exercices optimal par séance. Merci Flo. Alors merci à toi déjà pour la question. Alors, comme d'habitude, et comme toujours dans le bodybuilding, il n'y a jamais de optimal. Tout se comptera par série et par muscle que tu souhaites progresser. Donc, on compte par semaine et par série. Donc, on sait que, comme j'ai déjà pu le dire dans le podcast, entre 10 et 20 séries, c'est ce qui est le plus, 10 minimum en tout cas, c'est ce que selon les études est le plus optimal pour prendre du muscle. Si tu as vraiment besoin de faire du muscle, généralement, moi, j'aime bien monter, ça dépend, 15, 18, 22, 25, ça dépend. Si vraiment tu as besoin de prendre du muscle et vraiment tu as besoin de bosser la zone. Donc ça dépendra bien sûr de ça. À partir de ce moment-là, tu regardes. Ok, tu pars sur 15 séries. Tu sais que 15 séries, c'est extrêmement compliqué à encaisser sur une seule séance. Je parle du même muscle, hein, bien sûr. 15 séries du même muscle sur une séance, c'est extrêmement compliqué à encaisser. Ok, tu divises. Cette série, par exemple, sur une semaine. Une séance et cette série sur l'autre sur la même semaine. Et à partir de là, tu regardes le nombre d'exercices qu'il te faut sur ce muscle-là. Sachant que voilà, si c'est le dos par exemple, tu vas peut-être ajouter encore l'arrêt d'épaule et tu vas ajouter encore les biceps. Ok, donc ça va vite te faire entre 6 et 9 exercices. Ce qui est, selon moi, par séance, rien d'incroyable. J'ai déjà vu même des séances où des personnes qui pouvaient par exemple que s'entraîner le week-end, au bout d'un moment, le plus optimal c'est quoi? C'est de faire des grosses séances par exemple le week-end. Donc se retrouver un samedi avec 12 ou 13 exercices, et le dimanche, pareil, avec 12 ou 13 exercices. Au bout d'un moment, quand tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Le plus optimal, c'est ce qui te correspond, toi. Il n'y a jamais de nombre. Pars toujours de ce volume dont tu as besoin et dispatche-le dans la semaine au mieux. C'est ça qui est le plus important. Et selon comment tu détermineras, du coup, correctement le nombre d'exercices dont tu as besoin. La question suivante. Y a-t-il pour toi des compléments bullshit du genre CLA, carnitine, etc., etc. Typiquement, tu as parlé de la carnitine. La L-carnitine, par exemple, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour des véganes qui n'en ont pas forcément dans la diète en général. Donc, c'est pas forcément un complément qui est inutile. Maintenant, tu as par exemple des compléments qui sont assez bullshit, assez commerciaux et utiles. Et le premier qui me vient en tête et auquel je pense directement, c'est vraiment le brûleur de graisse, genre le fat burner. Le truc qui te dirait que tu le prends, ça va t'aider à brûler ta graisse. Ce que ça peut faire, généralement, c'est augmenter ton rythme cardiaque, et encore je suis même pas certain, mais en aucun cas aller brûler ta graisse ou empêcher les facteurs de graisse ou bloc graisse ou bref je sais pas quoi, comme on peut entendre ou bloc fat, enfin bref ce genre de trucs là. Ça pour moi c'est des compléments bullshit. Il y en a bien sûr beaucoup de compléments marketing. Il y a des compléments par exemple enrichis en créatine. Si la créatine n'est pas forcément de qualité, ça sert pas forcément à grand chose. Les whey où tu peux avoir marqué dessus enrichi en BCA ou je sais pas quoi, par exemple, ça c'est pas forcément que c'est un complément de merde, mais souvent que c'est du bullshit marketing et du mensonge, parce qu'au final ça reste
ça reste une branche d'amino acides, les BCA, donc forcément t'en auras dans la whey, dans les protéines en général, donc c'est pas forcément un ajout. Donc je pense que ça par contre c'est du bullshit plutôt marketing plutôt que ça. Voilà, donc pour les compléments effectivement, mais vraiment très bullshit tout ce qui est les blocs fat, les blocs graisse, les brûleurs de graisse, bref je ne sais pas quoi, ce genre de nom là. Ça pour moi c'est du mensonge suprême. À part faire fondre ton portefeuille et tes économies par exemple, ça va pas faire fondre grand chose d'autre. Voilà pour ça. Ensuite, la question suivante, c'était trop boire d'eau peut être néfaste pendant le training et en dehors. 3 litres hors training pour 48 kilos et bien un gros litre pendant training. Alors, la consommation d'eau, elle doit être équivalente plus ou moins à tes entraînements, s'il fait chaud ou pas, si tu transpires ou pas, si tu sales ou pas tes plats. Pour moi, ça me semble pas extrême. 3-4 litres d'eau pour 48 kilos. Si tu ressens le besoin de boire, que tu bois, que tu as l'habitude de boire et que tu te sens mieux comme ça te permet de bien digérer, ça te permet de te sentir bien. Je pense que souvent, ce qui est négligé, c'est souvent de ne pas boire assez plutôt que de boire trop. Parce que pour vraiment boire trop au point que ce soit mauvais, il faut vraiment y aller. Ce sera toujours mieux de boire un petit peu trop que pas assez. Parce que ça sera énormément important, l'eau bien sûr, pour tout en général, que ce soit les articulations, que ce soit la digestion, que ce soit les organes, bref en général. Donc il vaut mieux boire un petit peu plus qu'un petit peu moins. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose de dramatique. Je ne pense pas qu'il faille non plus voir les litres d'eau en fonction du poids. Ça peut être intéressant en fonction de la composition et en fonction de comment tu sales tes plats. Est-ce qu'il fait chaud ou pas? Est-ce que tu transpires beaucoup? Peut-être que tu boiras un peu plus en été qu'en hiver, bien sûr. Parce que l'important avec l'eau, c'est bien sûr d'être certain de conserver aussi un maximum de fluide et de drainer au maximum. Donc, comme j'ai pu le dire, pour tout ce qui est par exemple digestion, assimilation, bref, etc., c'est là que ça pourrait être intéressant de gérer correctement sa consommation d'eau. Plus ou moins si tu souhaites aussi perdre du poids ou pas par exemple, mais là je pense que pour 48 kilos c'est pas forcément l'objectif. C'est comme pour ce qui est un peu pas bête, mais ce qui est tout con au final, c'est que pour perdre de l'eau, pour perdre de la flotte, il faut en boire. Okay, le corps ne va pas lâcher de la flotte si jamais tu lui en donnes pas. Donc ça aussi c'est très important. Le fait de boire, ça permet de conserver aussi une très bonne composition, au-delà d'aider à la digestion, l'assimilation, etc., etc. Donc très important de penser toujours à boire. Ensuite, on a du coup une question de Joshua qui dit: Salut Flo, donc salut Joshua, quel exercice conseillerais-tu pour développer le mid-back PS, je kiffe ton contenu. Donc merci encore pour la question, merci pour ton message. La partie mid-back du dos, donc tout ce qui est middle back, trapèze du milieu, on va dire après, au final le middle back en général, c'est une partie qui est souvent assez négligée parce que la plupart des gens sur ce genre de mouvement-là ne vont pas forcément chercher assez loin derrière et chercher vraiment à resserrer au maximum les omoplates. Ce qui est important avec les mouvements comme ça de mid-back, c'est vraiment chercher à amener au maximum vers l'avant l'étirement, donc décrocher les scapulas s'il le faut, mais surtout raccrocher très fort derrière, resserrer très fort tout ce qui est omoplate, etc. pour resserrer le plus possible et refermer le plus possible les fibres en général, donc étirer et resserrer. Donc pour tout ce qui est mid-back en général, tous les mouvements de tirage horizontaux, les mouvements de T-bar, les mouvements de chest supported, les mouvements de rowing, halter, bar, etc. seront des très bons exercices pour le mid-back. Maintenant, tout dépend si tu veux juste l'isoler ou non. Mais tout ça, ce sera des exercices qui seront vraiment à tendance un peu plus qu'on appelle épaisseur entre guillemets, même si c'est pas forcément que ça. Tu auras les tirages aussi verticaux qui peuvent rentrer dans le mid-back si jamais tu les fais plutôt pour le haut du dos. Sinon, si tu cherches vraiment un tirage vertical classique, ce sera plutôt pour le grand dorsal en général. Mais tous les mouvements vraiment comme ça où tu pourras charger un peu plus lourd, où tu auras une prise qui sera un peu les coudes un peu plus loin un peu plus loin du corps, iront recruter vraiment le middle back en général, qui est un muscle comme j'ai pu dire qui est souvent délaissé un petit peu et qui aura besoin d'être bossé correctement, surtout en bonne contraction et en bon étirement là-dessus. Donc voilà pour ça. Et pour le middle back en général, je pense que j'ai une liste assez exhaustive et assez facile à comprendre, tu vois. Tous les mouvements de rowing, tous les mouvements de tirage horizontaux avec les coudes assez ouverts, les chest supported en général, les rowing aux haltères par exemple, bus contre le banc ou les rowing aux haltères libres, bref, peu importe. Tout dépend, comme j'ai pu dire, si tu veux l'isoler ou le solliciter avec d'autres muscles également. Comme par exemple le rowing où tu auras aussi également de la chaîne postérieure du fait de
la stabilité que ça demandera, les abdos, bref, en général, le fessier, tout ça. Donc, c'est ça qui sera voilà, important à prendre en compte et savoir si tu veux vraiment l'isoler ou non. Alors, question suivante. Pour toi, à quel point ton entourage, donc que ce soit ton environnement, pardon, que ce soit la salle, l'entourage, etc., joue un rôle important dans la progression? Alors, pour moi, ça jouera. Alors, déjà, il y a plusieurs choses. On va différencier la salle de l'entourage. Je pense qu'il est possible d'avoir des bons progrès physiques sans avoir une salle qui est absolument incroyable. Même si, bien sûr, ça pourrait être peut-être plus compliqué et le développement du physique, à certains endroits, il faudra peut-être effectivement faire plusieurs fois le même exercice ou le faire revenir dans la semaine où, tu vois, si tu n'as pas beaucoup d'équipement, au bout d'un moment, pour travailler, par exemple, correctement le mid-back ou quoi en général, il y a des exercices qui vont devoir revenir, que ce soit dans ta semaine ou que ce soit peut-être plusieurs fois dans l'entraînement. Par exemple, au lieu d'avoir que 2 séries, comme on peut avoir sur quand on a une salle par exemple qui est bien équipée sur un mouvement, peut-être que toi tu en auras 4, peut-être même que tu en auras 5 en soi. Et le but c'est d'avoir un bon volume dessus. Donc c'est possible d'y arriver quand même avec une salle qui n'est pas très bien équipée. Il faudra juste avoir un volume qui est adapté, un programme qui est adapté également et être conscient de faire des bons mouvements quand même. Parce que si en plus tu n'as pas forcément beaucoup d'équipement, il faut être certain de rentabiliser vraiment au maximum tous tes mouvements. Parce qu'à la rigueur, s'il y en a un dans ta... Alors même si c'est pas le but, hein, mais imaginons qu'il y en a un qui soit un peu moins bien fait. Si les 2 autres derrière recrutent aussi cette partie-là, mais d'un angle un peu différent, ça pourra rentabiliser au final et un peu compenser ton mauvaise exécution d'avant. Même si c'est pas le but, ok? Si là, tu n'as que un seul exo, une seule machine, ça va être beaucoup plus compliqué si tu fais de la merde directement sur cet exo-là. Donc c'est pour ça que j'ai dit être attentif vraiment à ton exécution, au mouvement que tu fais, etc. etc. Okay, donc ça c'est vraiment le plus important. Mais il est possible quand même de progresser, même si la salle n'est pas la meilleure, même si l'équipement n'est pas le meilleur, même si tu es sur du matrix, même si c'est sur tout ça, même si effectivement tu n'es pas pote avec tous les gens de la salle, etc. Okay, même si au bout d'un moment vraiment tu sens que ta progression devient plus compliquée, ça t'emmerde d'aller à la salle, le patron est compliqué avec toi, tu peux pas forcément optimiser comme tu veux, pas mettre le gym pin, pas mettre d'aide de démarrage aux machines, pas mettre de tapis, etc. parce que tu casses le matos, alors là ça peut devenir compliqué. Là je dis pas, c'est plus une question de matos, c'est peut-être aussi une question, là ça devient presque de l'environnement, parce qu'en fait l'environnement c'est un peu aussi les personnes que tu croises. Il y a un truc qui est selon moi tout bête mais extrêmement vrai. On est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Okay, retiens bien ça si jamais. On est la moyenne des 5 personnes. On est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Donc ça veut dire que si tu as l'habitude de côtoyer des gens qui sont râleurs, tu vas vite devenir toi-même râleur. Des gens qui sont déprimés, tu peux vite devenir toi-même déprimé. Des gens qui justement sont passionnés, aiment ça. Je te conseille justement d'aller vers ces personnes-là. Tu vois, donc si dans une salle où les gens ne sont pas passionnés, où le boss de la salle n'est pas passionné, tu as affaire souvent à lui puisque tu vas quasiment tous les jours t'entraîner et qu'à chaque fois c'est ce que tu fais, ça sert à rien. Ton optimisation à la con, ton tapis, bref, ça sert à rien. Alors très rapidement, là, ça devient limite ton entourage, puisque tu le côtoies tous les jours. Tu vois, c'est un peu comme ce que tu regardes et tout. C'est comme si tu passes tes journées à regarder... je sais pas, je prends un exemple au hasard, mais tu passes tes journées à regarder, par exemple, c'est le premier nom qui vient, Squeezie sur YouTube, tu vois. Ça devient presque au final ton entourage. Presque, puisque tu passes quasiment, pas tes journées à le regarder, mais tous les jours tu regardes. Ça devient ton entourage. Qu'est-ce qui t'apporte ou pas, tu vois? Il t'apporte de la joie, du rire, etc. Ok, tant mieux, c'est assez bon pour l'entourage, tu vois. Si tu passes effectivement tes journées à écouter par exemple le podcast ou des podcasts sur le bodybuilding, ben ça devient presque au final ton entourage, tu vois, la personne qui fait le podcast, qui fait des stories, bref, etc. J'en sais rien. Donc là, ça peut aussi devenir intéressant. Donc qu'est-ce que toi, ça peut t'apporter, okay? Exclure peut-être les personnes effectivement qui dans cet entourage-là proche, je dis bien proche, hein, 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc si tu les côtoies une fois par semaine, c'est pas forcément côtoyer. Par contre, si tu commences à côtoyer tous les jours, là, ça devient plus compliqué. Donc c'est comme pour les collègues, par exemple. Savoir s'éloigner aussi des personnes qui ne t'apportent pas de bonnes choses, c'est pas forcément être une mauvaise personne. C'est un sport, on le sait, qui demande à être égoïste, qui va demander de perdre des gens sur ton passage, qui va demander d'être peut-être méchant avec certaines personnes parce qu'elles ne comprennent pas ce que tu veux et toi tu sais vraiment que tu le veux. Ça va demander peut-être à des moments d'être que personne ne te comprendra et ce sera comme ça, il faudra avancer quand même, tu vois, ou de faire des choses sans que personne ne le comprenne. Et voilà, pour moi c'est l'entourage joue un rôle extrême. Il est capable de te pousser dans ta prep comme il est capable de te pousser vers le bas dans ta prep. Parce qu'au final, tu fais subir. Tu vois, c'est pour ça, c'est vraiment trouver un entourage qui est prêt vraiment à subir tout ça.
Parce que c'est quand même des fois quand tu vas pousser très très loin, que ça fait partie de ton mode de vie, faire subir à certaines personnes. Tu vois, que ce soit la diète, que ce soit les entraînements, que ce soit la routine de sommeil, que ce soit les preps, etc. Ce genre de choses-là. Donc il faut trouver vraiment un entourage. Pour moi, c'est la clé. C'est même obligatoire. Il y a des gens qui arriveront à progresser sans forcément tout ça. Mais pour moi, les meilleurs bodybuilders sont des bodybuilders qui ont un entourage extrêmement bienveillant, extrêmement bien avec eux. Je te prends l'exemple des bodybuilders naturels, mais que ce soit naturel ou pas naturel. Il y a eu Olympia au moment où je tourne il y a quelques jours, hier ou avant-hier, au moment où je tourne le podcast. Si tu regardes les personnes qui ont gagné, je te prends l'exemple de Bumstead. Il a un entourage en or. Il a une femme qui le soutient à fond. Il a un enfant du coup avec cette femme-là. Il s'est même marié, je crois, ou il va se marier. Il a un coach qui le suit à 100%. Il a une famille qui le suit à 100%. Je te prends l'exemple de Nick Walker, qui n'a pas concouru, mais qui partage énormément sur les réseaux. Il a une famille énormément en or. Il partage souvent des photos avec son père, sa mère, ses frères, ses cousins, etc. Et c'est pas juste pour la photo. Je pense que là, c'est vraiment... parce que au-delà de la visibilité, ces personnages, je pense qu'elles s'en foutent de la visibilité de sa famille, tu vois. C'est juste que ils sont fiers et contents d'être avec lui. Et je pense que là, l'entourage, il est extrêmement important. Et je n'ai jamais vu aucun bodybuilder à très haut niveau avoir un entourage qui est toxique. Je pense que tout doit être bien. Tu dois être avec ton coach, très bien, puisqu'il fait partie de ton entourage. Et ça fait une partie des 5 personnes limite. Tu dois être bien avec les personnes avec qui tu vis. Être ok, que peut-être la personne avec qui tu vis n'est pas forcément ok avec ça. Si toi, tu es plus ok et vraiment, c'est pas possible, voilà, trouver une solution, trouver quelque chose, changer. Bref, il est toujours possible de trouver. Ça sera pas à moi de te le dire, bien sûr. Mais voilà, pour moi, la salle... ça joue un rôle, mais c'est pas à 100%. Par contre, l'entourage, c'est quasiment à 100%. Que ça jouera un rôle très très important dans ta chute ou ta progression dans tous les domaines de la vie. Que ce soit business, que ce soit personnel, que ce soit sportif, etc., etc. Question suivante, ça concerne toujours encore le bodybuilding. Le bodybuilding naturel a-t-il une chance de rivaliser avec le body normal un jour? Donc par le body normal, on entend le bodybuilding peut-être un peu plus... pas naturel du coup, assisté comme on dit, donc les grosses compétitions type Olympia, etc. Je pense que ce qui a donné la visibilité à ces compétitions-là, déjà, c'est que c'est impressionnant. Okay, pas forcément les gens veulent leur ressembler, mais plus c'est impressionnant de se dire que des personnes sont capables d'être aussi gros. Et c'est un peu au-delà de l'esthétique du physique, du posing, etc., c'est un peu ce qui anime et ce qui fait regarder un peu les Olympiades, tu vois. C'est de se dire, waouh, comment on peut être aussi esthétique et en même temps aussi big, tu vois, avec autant de muscles. Et réussir limite à vivre, tu vois. C'est un peu ça au final. Donc, pour que il y ait de la crédibilité et de la visibilité, je pense que c'est une question de médias, c'est une question de tout ça avant que ce soit possible. Je te prends l'exemple par exemple du power. Il y a encore peut-être alors peut-être qu'il y a des gens de power qui écoutent le podcast et si jamais je dis quelque chose qui est faux, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être que, du moins j'ai l'impression, il y a 4-5 ans, on n'en parlait quasi pas. C'était comme le bodybuilding au final. C'est ouais, ok, c'est cool, c'est une compétition, des gens qui tirent, il y a de la force, etc. Et on se rend compte de plus en plus maintenant que il y a énormément de notoriété. Et c'est super cool qu'il y ait cette notoriété-là justement sur le power et la force en général, parce que c'est une très belle discipline aussi, avec des personnes qui sont très passionnées et qui font tout pour leur sport en général. Donc je pense que c'est qu'une question de visibilité. Continuer à promouvoir tout ça via les podcasts, via les vidéos, via les personnes qui se lancent sur les réseaux et qui partagent un peu leur évolution, leur transfo. Je pense que ça amènera à ce que... Alors, est-ce que ça rivalisera? Non, mais ça continuera à avoir une bonne visibilité. Et ce qui plaît énormément et ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, au niveau des compétitions naturelles, que ce soit par exemple Dubaï, j'ai pu voir aussi en Espagne, il y a eu ça, même en France, même ça, c'est que sur les shows pro. Donc quand les personnes sont pro, donc déjà avec un bon niveau, les cash prize commencent à devenir de plus en plus intéressants. À Dubaï, par exemple, c'était plus de 6 000 $ pour le vainqueur de la catégorie bodybuilding. Ensuite, c'était, je crois, 3 000 et 2 000 à peu près le deuxième, troisième. Donc ça commence à devenir intéressant. Ça te donne déjà envie d'aller concourir. Ça te donne envie de te donner à fond pour la compétition. Ça te donne envie aussi de partager ça parce qu'en fait, tu as gagné et tu veux arriver au meilleur niveau. Donc je pense que les cash prize ne seront jamais aussi gros qu'à Olympia parce voilà, il y a sans doute qui savent aussi les sacrifices que c'est derrière. Alors, d'un point de vue santé, dans les deux cas, c'est des sacrifices, mais d'un point de vue assisté, bien sûr, les sacrifices sont quand même peut-être pires, même si il est possible de faire n'importe quoi en état naturel et aggraver sa santé aussi, même sans prendre de compléments plus que compléments, on va dire, dans ce milieu-là. Mais
Ouais, je pense que arriver à rivaliser, ça va être peut-être un peu plus compliqué. Mais par contre, avoir quelque chose qui peut devenir de mieux en mieux chaque année, de plus en plus de cash price, avoir une meilleure visibilité via le monde, via l'Europe, etc. Je pense que oui. Je pense que oui. Et en tout cas, on travaillera pour. Et avec, voilà, que ce soit les podcasts, le bodybuilding naturel, les vidéos, les Instagram, etc. Ce genre de choses-là de partage. Je pense qu'on fait partie de ces personnes-là qui peuvent l'amener encore au plus haut niveau. Donc autant y aller à fond. Et j'espère que ça rivalisera en tout cas. Ensuite, question suivante. J'ai dû réfléchir un petit peu, mais c'est une bonne question pour le coup. Quelle est la pire erreur, élément négligé qu'un bodybuilder puisse commettre? Donc, élément négligé, c'était entre parenthèses, c'est pour ça que je l'ai dit comme ça. Donc, quel serait voilà, un élément un peu négligé ou que les gens n'y pensent pas trop qu'un bodybuilder puisse commettre? Je pense que la première chose qui me vient, il y en aura peut-être d'autres, mais la première chose qui me vient, c'est manquer de patience, être impatient. Et là, on parle d'un bodybuilder dans les deux cas, que ce soit un bodybuilder naturel ou non naturel. Être impatient. Jouer avec les limites si c'est pas naturel. Ou alors, si c'est naturel, être impatient au point de vouloir aller très vite. Manger énormément, devenir énormément vite gras. Faire une bulk extrêmement rapide. Parce que ça, c'est le meilleur moyen, de bousiller sa digestion. De bousiller ses organes, sa digestion, sa peau en général, ses entraînements et son physique aussi en général. Et surtout, lorsque tu perds tout ça, n'avoir quasiment aucun, voire très peu de résultats. Et ça, je pense que c'est le pire parce que mentalement, ça détruit. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent c'est pas fait pour moi et moi, j'y arrive pas. Non, la patience. La patience, mais vraiment la patience. Mais pas la patience juste quelques mois. On parle de la patience quelques années. Parce que pour être un bon bodybuilder, ça prend des années. Pas juste une question de physique. Hein. Je parle pas d'une question de physique. Je parle d'une question ressenti sur les trainings. Je parle d'une question d'entraînement correct. Je parle d'une question de expérience. Prise de masse, sèche, compétition, prise de masse, sèche, compétition, etc., etc. Aliments qui passent bien, aliments qui passent moins bien. Jusqu'à quelle quantité tu peux manger ce riz et ensuite tu as plus de mal, les légumes, bref, etc. Ça, c'est une question de patience. Et personne ne pourra te l'apprendre. C'est que des tests. Que tu sois coaché ou non, ça restera quand même des tests. Et bien sûr, tu pourras gagner du temps en étant coaché, c'est sûr, pour aller plus vite parce que tu seras sûr de faire une prise de masse qui sera correcte, de prendre le temps, d'être obligé en fait de suivre le rythme, tu vois, et tu poseras pas la question de te dire flemme d'aller m'entraîner. Non, bah t'y vas, puisque de toute façon sinon ça va se voir et puis en fait tu payes pas quelqu'un pour rien, enfin normalement, tu vois. Donc en fait c'est vraiment, je pense, l'élément le plus négligé, c'est être impatient. Si tu fais du bodybuilding, que tu es bodybuilder, ne sois pas impatient. Aie de la patience, prends le temps de t'entraîner correctement, de manger correctement, de te reposer correctement, de pas vouloir brûler les étapes. Et je pense que ça vaut pour tous les bodybuilders de la planète, du monde, peu importe les objectifs, etc., etc. Je pense que c'est le point le plus important. C'est vraiment ne pas être impatient. Pour la dernière question du coup du podcast, on a existe-t-il une alternative ou équivalent au Bulgarian Split Squat? Donc au final, le Bulgarian Split Squat, c'est un split squat. Hein. C'est Bulgarian devant, mais effectivement c'est un split squat, que ce soit en libre ou à la Smith, ça reste du split squat. Le meilleure alternative pour ça, selon moi, c'est de la presse en uni. Faire de la presse en uni, où tu cherches à avoir une bonne flexion de genou, où tu cherches à être bien placé, selon ce que tu cherches à travailler, hein, soit c'est flexion de genou, soit c'est fessier. Je pense que pour moi c'est le mieux. Que la presse elle soit libre ou guidée, c'est ce qui moi me semble le plus cohérent. Tu peux très bien aussi avoir les deux dans une prog, hein. Une presse uni dans une séance, puis squat dans un autre, peu importe, ça dépend ce que tu veux bosser et à quel point tu veux le travailler. Mais c'est l'alternative qui, selon moi, me semble la plus cohérente et logique pour remplacer du coup un Bulgarian Split Squat, c'est d'avoir une presse en uni. Tout simplement. On est sur un peu plus de 45 minutes, on va aller vers les 50 je pense, le temps de finir tout ça. J'ai été extrêmement content de refaire ce podcast, j'espère qu'il aura aidé encore une fois un maximum de monde, que ça t'aura permis de voir un peu déjà dans une première partie, la première partie sur l'Angleterre. Dis-moi ça a été utile et si ça t'a aidé bien sûr. Et du coup la deuxième partie qui est la réponse aux questions, on a eu quelques questions un peu nutrition, quelques questions un petit peu plus entraînement. J'aime bien aussi mixer un peu les deux et des questions un peu sur le bodybuilding en général. Je sais que ça aide de plus en plus de personnes, donc tant mieux pour ça. Si jamais tu passes par là, que tu es sur Spotify et que tu l'as pas encore fait, bah, n'hésite pas à mettre les 5 étoiles, me dire aussi ce que tu en as pensé. Tu as la possibilité en commentaire de pouvoir répondre. Et si jamais tu es sur YouTube, n'hésite pas bien sûr à laisser un commentaire, me dire ce que tu en as pensé, poser les questions que j'aime bien pour la prochaine fois, mettre le petit pouce bleu
bleu, t'abonner si jamais t'es pas abonné, me suivre également sur Instagram si jamais tu ne le fais pas bien sûr. T'as le @flowptr si jamais tu souhaites me suivre. Et voilà pour ça. Si jamais aussi également, j'en parle pas dans tous les podcasts, mais dans ce podcast-là, si t'es, comme les questions que j'ai pu avoir, vraiment passionné de bodybuilding, je t'invite énormément à rejoindre l'Imperium. Rejoindre l'Imperium, t'as le lien dans la description avec le code Florian10. Tu as une réduction du coup au mois ou à l'année selon auquel tu t'inscris et t'as accès à toute la plateforme. Donc que ce soit les formations, discussions avec les coachs, les questions à poser sur le forum, les vidéos qui ont déjà été faites. Il y a quasiment une centaine de vidéos et plus de 8 coachs, enfin 8 coachs, quasiment 100 vidéos et 8 coachs sur la plateforme. C'est plutôt comme ça que je voulais le dire. Donc, tu auras forcément réponse à tes questions si jamais, que ce soit moi ou d'autres coachs qui répondront. Il y a énormément de questions qui sont déjà posées ou qui seront, je sais, encore posées. Et énormément de monde qui seront aidés, que ce soit sur les peak week, sur le bodybuilding en général, sur énormément de choses. Physiologie interne, il y a énormément de vidéos et c'est assez vaste. C'est pour ça que je peux même pas tout expliquer dans ce podcast-là. Je t'invite à tout simplement aller voir dans la description le lien et de t'y inscrire pour avoir un maximum de value pour toute ta vie et pour toute ta passion sur le bodybuilding. Voilà pour ça. Merci à tous encore une fois pour l'écoute. À très vite sur le podcast ou sur une vidéo YouTube. Je pense que le podcast sortira avant, mais il y a deux vidéos YouTube qui vont sortir là dans la foulée quasiment sur l'Angleterre, donc j'ai extrêmement hâte de pouvoir les partager et que ce soit visible par un maximum de personnes. Allez, à très vite sur le podcast Au-delà d'entraînement et merci encore pour l'écoute. Ciao tout le monde.